risquait d'y avoir des agressions s'ils acceptaient notre conférence. Et nous avons perdu comme ça, d'abord la première salle, puis une seconde, puis une troisième, et à la fin on a compris, au bout de la cinquième, que c'était plié. Et donc pour ne pas nous avouer vaincus, eh ben, nous nous retrouvons finalement là où est la résistance et où est la dissidence, sur Internet, sur cet Internet qui a permis des événements assez magiques d'arriver récemment. On parlera sans doute de l'élection surprise de Trump. Et nous nous retrouvons donc quand même, malgré l'hostilité, en direct, le cher d'ailleurs, je vous serre la main, c'est comme ça qu'on peut dire. Nous nous retrouvons en direct avec sans doute beaucoup plus de gens qu'il y aurait eu s'il y avait eu la conférence en vrai. Et en plus, sans limitation géographique et sans risque physique. Donc merci à Internet et nous pouvons commencer. Mon cher ami, je vous donne la parole. Bismillahirrahmanirrahim. We begin with Allah's blessed name. We praise Him and we glorify Him. And we pray for peace and for blessings on all His noble messengers. It is indeed, for me, a historic moment to share this moment with I want to call him my friend, Monsieur Alain Soral, for a number of reasons. Laurent? We in the world of religion have a conception of truth. Cher. Donc, nous commençons par le nom béni d'Allah, nous le louons et le bénissons, et nous prions pour que la paix et la bénédiction soient sur tous ces nobles messagers. Donc, c'est un moment historique pour moi de parler à cette occasion avec mon ami Alain Soral, avec qui je partage beaucoup de choses. We in the world of religion have a conception of truth. The same truth in the Christian religion is the same truth in Judaism, and it's exactly the same truth in Islam. It is one truth. And we want to say here from Geneva, the truth cannot be arrested. You cannot place a cover over truth. The sunlight must one day shine, and truth must be proclaimed, regardless of all the efforts which are made to prevent it from being proclaimed. Laurent? Donc nous avons une conception de la vérité qui est la même dans la religion chrétienne, dans le judaïsme et dans l'islam. Il n'y a qu'une vérité. Et de la ville de Genève, ici, nous sommes heureux de pouvoir proclamer que la vérité ne peut pas être arrêtée, ne peut pas être supprimée, on ne peut pas la recouvrir, l'étouffer, et il faut laisser le soleil, c'est-à-dire la vérité, être proclamée. Julian, this is an excellent translation. And at the very heart of truth is zero tolerance for oppression. It is the same in Christianity, it's the same in Judaism. Authentic Judaism is the same in Islam. Zero tolerance for oppression. And the most powerful voice in France, and maybe in Europe, standing up and resisting oppression, indeed resisting the greatest oppression that mankind has ever experienced, is the voice of my friend Alain Soral. Le cœur de la vérité, c'est d'avoir, au cœur de la vérité, il y a ce désir d'avoir aucune tolérance, zéro tolérance pour l'oppression. Et ça, c'est aussi commun au christianisme, au judaïsme et à l'islam. Et donc, Alain Soral, ici, à côté de moi, incarne la voix la plus puissante en France de cette résistance contre l'oppression. The forces that are in opposition to truth and who are oppressors constantly make alliances with each other. In the Quran, Allah speaks to us and tells us that the disbelievers are constantly making alliances with each other. Donc, les forces qui s'opposent à la vérité se s'allient mutuellement, forment des alliances. Hein, et le Coran, Allah nous dit dans le Coran que les incroyants constamment s'allient, forment des alliances contre la vérité.
And the Lord God, the religion of Islam, declares that if we, the Muslims, do not reach out to make friendship and alliance with those who are like-minded, then the world will be corrupted and there will be great facade in the world, great corruption and destruction in the world. Et Dieu nous dit que si nous qui sommes ses fidèles, nous ne nous allions pas aussi, ne formons pas des alliances, eh bien le monde va vers la corruption, vers une très grande corruption. And so I am happy for this moment to make friendship and alliance with Mr. Soral, who is a powerful voice resisting oppression in the world. Et donc je suis très content d'être ici et de pouvoir nouer une amitié et une alliance avec Alain Soral, qui est une force puissante de lutte contre l'oppression. I had the same happiness when I went to Moscow 3 years ago and made instant friendship and alliance with my friend Alexander Dugin, who is also a very powerful voice in the world resisting oppression. Et j'ai eu le même bonheur à Moscou lorsque j'ai pu rencontrer et nouer une amitié immédiate avec Alexander Dugin, qui est également une voix puissante au service de la vérité et contre l'oppression. And I had tears of joy 2 years ago when I went to Belgrade, at the University of Belgrade, with an auditorium that was packed with students, all Orthodox Christians. And there was an instant bonding and friendship and alliance with the Orthodox Christians of Belgrade. Et un autre événement, j'ai eu des larmes aux yeux lorsque, il y a 2 ans, j'ai été à l'université de Belgrade et j'ai parlé à un auditorium rempli, plein à craquer, et j'ai senti un lien instantané avec l'auditoire, qui était composé de chrétiens orthodoxes essentiellement. And if I may be allowed to use this opportunity here in Geneva, my city where I used to be a student many years ago at the Graduate Institute of International Studies, the opportunity here in Geneva to make an appeal to all those whose hearts are pained by the oppression in the world and who have eyes that wish to recognize the oppressor, that we should come together, all of us, in a joint alliance to resist oppression in the world. Et donc je suis heureux de saisir cette opportunité à Genève, ville dans laquelle où j'ai étudié à l'Institut de Relations Internationales. L'Institut universitaire des autres études internationales. Voilà, et je lance un appel d'ici à tous ceux qui ont le cœur orienté vers la lutte contre l'oppression et surtout les yeux et la capacité de reconnaître, de voir cette oppression, de s'allier, de former des liens pour lutter ensemble. The oppression in the world of this modern age, we recognize in Islam to have commenced with something called Pax Britannica. An attempt by the island of Britain to become a ruling state in the world, using the power which came to it from a scientific and technological revolution, and which gave to it a military power unprecedented in naval history. Donc l'oppression du monde dans le monde moderne, selon l'islam, est venue avec la Pax Britannica, qui est une tentative de l'Empire britannique de devenir un État mondial qui gouverne le monde en s'appuyant sur le pouvoir que lui a donné la révolution industrielle et notamment la capacité à avoir une supériorité militaire grâce à cette révolution industrielle. Britain also attempted to change the economy of the world.
Ils ont également essayé de changer l'économie du monde. So that business and the economy is no longer one in which there is mutual benefit and mutual satisfaction. De sorte que le monde des affaires ne soit plus un monde d'échange équitable et d'échange équitable. Rather, Britain is sucking the wealth of mankind as a blood-sucking imperial power. Au lieu de ça, le but de cette Pax Britannica donc était de sucer le sang, hein, de sucer la richesse des nations, hein, d'absorber, de s'approprier cette richesse mondiale. The most dramatic example of this imperial economic methodology of Britain was Britain's rule over India. Un des exemples les plus dramatiques de cette gouvernance mondiale des Britanniques, c'est l'Empire des Indes. Hein, Pax Britannica also brought to the world a new monetary system, where a piece of paper called the British sterling pound is no longer a golden coin. And this monetary system now gives us a banking system in the world which uses bogus money to exploit and to rip off and to eventually enslave people. La Pax Britannica a aussi introduit un nouveau système monétaire basé sur la livre sterling anglaise qui n'était plus faite d'or ni basée sur l'or, et c'est ça qui a donné un système bancaire qui aujourd'hui crée et utilise une monnaie factice qui sert à exploiter et voler le monde. It was as though a shadow had fallen upon the world with Pax Britannica and its bloodshed and its corruption. C'était comme si une ombre tombait sur le monde, cette Pax Britannica, avec le sang versé. Et, ouais. The shadow became even darker when Pax Americana replaced Pax Britannica, and oppression increased in the world. Military oppression, economic oppression, monetary oppression. L'ombre est devenue plus sombre encore avec la Pax Americana qui a suivi et qui a accru cette oppression militaire, oppression économique. And our topic for today's conference, au-delà de Pax Americana, l'avenir de l'ordre mondial. Beyond Pax Americana, the future of the world order, is that we are now located at that moment when Pax Americana is in irreversible decline. Donc, aujourd'hui, notre conférence s'intitule Au-delà de la Pax Americana, l'avenir de l'ordre mondial, parce que nous nous situons à ce moment précis où la Pax Americana entre dans un processus de déclin irréversible. I would like to now introduce, for the first time, an Islamic eschatological explanation of this shadow. Je voudrais introduire aujourd'hui pour la première fois une explication eschatologique de cette ombre. The Quran, in a surah entitled Mursalat, the Quran speaks ominously of a shadow which will come upon the world, but which will emerge in 3 stages. Le Coran parle dans une sourate de cette ombre qui descendra sur le monde, mais qui émergera en 3 étapes. There are many who would be listening to this conference who would know the Arabic language, and for the benefit of such people, permit me to quote very briefly the Arabic text of the Quran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ظل
the Thalas Ashur. Wait for that shadow which is to come, which will emerge in 3 stages. Donc le texte dit « Attends cette ombre qui arrivera en 3 étapes ». My interpretation of the Quran is that the Quran is speaking about the first stage of that shadow as Pax Britannica, and the second stage of that shadow as Pax Americana. Mon interprétation du Coran et de cette sourate est que la première étape de cette ombre, c'est la Pax Britannica, et que la deuxième étape, c'est la Pax Americana. And hence, we, from the viewpoint of Islamic eschatology, we are looking to a third stage of the shadow, third and last stage of the shadow, which will replace Pax Americana, in which a third state will emerge, seeking to rule the world. Du point de vue de l'eschatologie islamique, donc, nous attendons une troisième étape de cette ombre qui remplacera la Pax Americana et nous attendons sa venue. Our view is that a Judeo-Christian Zionist alliance, which brought the state of Israel into being, is working relentlessly to dismantle Pax Americana and to replace it with Pax Judaica. Selon notre vision, il y a une alliance judéo-chrétienne, celle qui a créé l'État d'Israël et qui travaille de manière constante au démantèlement de cette Pax Americana de manière à faire émerger une Pax Judaica. In other words, when they said that all that we want is a place for a people to live who have nowhere to live, and that's why we are creating a Jewish national home in the Holy Land in Palestine, it was a lie. It was a big lie. It was a monstrously big lie. They did not create a Jewish national home in Israel only for the purpose of Jews living there. They created a state which wants to rule the world. Lorsque la création d'Israël a été justifiée par le besoin d'avoir un endroit pour que le peuple juif qui ne sait pas où vivre puisse vivre, donc cet idéal d'un foyer national juif, c'était en réalité un mensonge monstrueux, et ce qui était voulu, ça n'était pas simplement une nation pour les juifs, mais un État qui puisse gouverner le monde. We are now located at that moment in the historical process when they are seeking by the hook or by the crook to achieve a transition from the United States of America as the ruling state in the world to an Israel which would seek to replace America as the ruling state in the world. Nous sommes en ce moment au cœur de ce processus historique qui consiste à essayer de transformer la transition entre cette Pax Americana et cette Pax Judaica par tous les moyens possibles. If the shadow has been dark during the time of Pax Americana, the shadow promises to be darkest of all during the time of Pax Judaica. L'ombre était déjà sombre durant la Pax Americana, mais promet d'être beaucoup plus sombre sous la Pax Judaica. In other words, the oppression that mankind has experienced with Pax Britannica, which was intensified with Pax Americana, that oppression will reach its zenith in the age which is coming of Pax Judaica. En d'autres termes, l'oppression
que l'humanité a suivi la Pax Britannica et qui s'est intensifiée durant la Pax Americana, atteindra son zénith, son maximum sous la Pax Judaica. In order for Israel to replace the United States of America as the ruling state in the world, the Zionist Judeo-Christian alliance needs a big war. Pour pouvoir remplacer les USA comme centre de la gouvernance mondiale, Israël a besoin de construire un grand mur. Our prophet, Allah's blessing be upon him, has prophesied a very great war which will be unique in the history of mankind. Le prophète Mohammed a prophétisé la construction d'un très grand mur, A très grande guerre. une très grande guerre, pardon, désolé, pardon, une très grande guerre. War. He said about this war that 99 out of every 100, and I hope the US military is listening, he said that 99 of every 100 who fight in this war will be killed. Il a dit que 99% des gens qui se battent dans cette guerre seront tués. Et j'espère qu'aux États-Unis, ils entendent ce message. It cannot be conventional warfare. It has to be warfare using weapons of mass destruction like nuclear war. Alors il ne peut pas être question donc ici d'une guerre conventionnelle, ce doit être une guerre qui utilise des armes de destruction massive et notamment l'arme atomique. The Zionists want this great war in order that the world will become smaller, because Israel cannot rule the world in its present state. Les sionistes veulent cette grande guerre de manière à ce que le monde devienne plus petit, car ils ne peuvent pas régner sur le monde tel qu'il est. If Hillary Clinton had won the election, mankind would have been staring that war in the face. Si Hillary Clinton avait été élue, l'humanité serait aujourd'hui face à cette guerre. This moment with my brother Alain Soral is important, strategically important. It is historic because this moment is one in which we recognize the results of the American election to have provided to mankind a moment of relief, a window of opportunity, a window of sunshine in the midst of all this darkness. Ce moment que nous vivons est important au niveau stratégique, c'est un moment historique, le moment où nous reconnaissons donc l'élection de Donald Trump qui donne à l'humanité, qui fournit à l'humanité un moment de répit, une fenêtre d'opportunité, une ouverture de lumière, une fenêtre de lumière aujourd'hui. It is a moment of sunshine in which we have a little bit more freedom than we had before. They who say that they are the free world seek to silence people rather than to give them the freedom to speak. C'est un moment de soleil qui nous est donné, dans lequel nous pouvons avoir un peu plus de liberté. Et ceux qui se nomment le monde libre, entre guillemets, sont en réalité ceux qui veulent nous empêcher de nous priver de cette liberté. And we want to say to them, directly to their faces, shame on you. Shame on you that you will not allow a word to be spoken, the word of truth. Shame on you. And we say to you, you cannot prevent the truth from eventually prevailing over all falsehood. And you cannot prevent the truth from eventually triumphing over the oppressor.
Nous leur disons, honte à vous de ne pas permettre que la vérité soit dite, hein, ne pas autoriser la parole de vérité, mais vous ne pouvez pas empêcher que la vérité soit dite. I want to therefore recognize this moment as a divinely ordained moment in history where we have a chance to proclaim the truth. And I hope that my brother Alain Soral and others like him, who have been powerful voices resisting oppression, will now recognize, as I do, an opportunity for us to go out to mankind fearlessly, to Paris, to London, to New York, and proclaim the truth. Donc, nous reconnaissons ce mouvement qui est un mouvement divinement offert et qui nous donne la chance de proclamer cette vérité. Et j'espère que mon frère Alain Soral et d'autres qui ont été des voix puissantes dans la lutte pour la vérité, que nous puissions ensemble saisir cette opportunité et de parler ensemble à Paris, à New York et ailleurs. And I want to pause at this moment by repeating what I've said earlier, that it is at the very heart of truth, but it has zero tolerance for oppression. And therefore all those who have the truth in their heart, all those whose hearts beat for justice, we must come together today. Number one, to recognize the greatest oppressors that mankind has ever known. Pax Britannica, Pax Americana, and the Pax Judaica that is coming. And number two, to jointly come together to resist that oppression regardless of the price we have to pay. Et je voudrais répéter que au cœur de la vérité, il y a zéro tolérance pour l'oppression. Et donc que tous ceux qui ont la vérité dans le cœur, dont le cœur bat pour la justice, puissent se réunir, d'une part, premièrement, pour reconnaître que les plus grands oppresseurs de l'histoire sont la Pax Americana, la Pax Britannica pour commencer, Pax Americana et la Pax Judaica à venir. Et deuxièmement, pour résister ensemble, hein, s'unir dans la résistance, indépendamment du prix à payer. Je peux enchaîner? Oui. Alors, je ne vais pas répéter à ma manière tout ce qu'a dit le cher, puisque ce qui est étrange, c'est que je partage la totalité de son analyse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que pour produire cette analyse, moi qui viens, on va dire, du rationalisme français et de l'école marxiste, j'arrive aux mêmes conclusions sans avoir besoin ou sans passer par le recours de la foi, de la raison, des textes religieux. Par une voie, je dirais, matérialiste et laïque, j'arrive exactement au même constat, aux mêmes conclusions et aux mêmes nécessités d'alliance. Et là, pour faire une deuxième remarque, qui explique un peu plus pourquoi nous nous appelons égalité et réconciliation, j'ai remarqué une chose, c'est que plus un musulman s'éloigne, en fait, du monde arabe où est censé régner l'islam, plus son utilisation de l'islam et de la religion islamique pour penser et voir le monde devient intéressante et féconde et proche, en réalité, des analyses des gens de bien de l'Occident, qu'ils soient laïcs ou chrétiens. C'est un paradoxe, j'espère que le cher le prendra pas mal, c'est que finalement, moins il y a d'arabité en ce moment dans l'islam, plus il est authentiquement islamique. Et pour ne pas qu'on prenne cette remarque pour une agression, je complète immédiatement en disant qu'il en va de même pour le monde chrétien, qui finalement, moins il est attaché à la Rome actuelle, plus il a des chances de correspondre au message du Christ. Puisqu'effectivement, depuis Vatican II, on a un discours officiel de l'Église qui s'éloigne beaucoup, à mon avis,
de ce qu'il y a dans les évangiles. Ce qui m'amène à une dernière remarque, pour ne pas qu'on fasse de mauvaises analyses, par exemple qu'il faudrait lutter soit contre les musulmans, soit contre les juifs, ce qui essaie de nous imposer finalement les médias et l'idéologie dominante, il y a bien une lutte des bons chrétiens, des bons musulmans et des bons juifs contre un ennemi composé des mauvais chrétiens, des mauvais musulmans et des mauvais juifs. Et c'est assez facile à dire, puisque aujourd'hui, on voit bien que les bons chrétiens sont plutôt chez les orthodoxes que vous avez rencontrés à Moscou, chez les catholiques, on va dire, intègres et non pas intégristes. On voit bien que chez les musulmans, les bons musulmans avec qui nous voulons combattre se trouvent très très loin du wahhabisme et du contrôle de l'islam par les Saouds. Et du côté effectivement des juifs, nos amis combattants juifs, puisque nous en avons parmi nous, se retrouvent très loin effectivement de la captation du judaïsme par le sionisme. Donc on doit bien, dans cette logique d'égalité et de réconciliation, refuser l'analyse de l'Empire, l'analyse du système, qui voudrait monter soit les chrétiens contre les musulmans, soit les chrétiens contre les juifs, soit ces espèces de fausses alliances simplifiées et très communautaires. En réalité, nous menons bien un combat des bons chrétiens, des bons musulmans et des bons juifs contre les mauvais chrétiens, les mauvais musulmans et les mauvais juifs. Et il ne faut jamais sortir de cette vision-là, sinon on tombe dans le piège de l'ennemi, on tombe dans la violence en plus inutile. Et on voit bien aujourd'hui que c'est, notamment avec l'élection de Trump et tout ce que ça implique, ces événements récents éclairent assez fortement cette analyse sur laquelle nous sommes d'accord. Et je crois que c'est le point le plus important. Il y a un combat à mener, c'est un combat de la vérité contre le mensonge, et pour que ce combat triomphe, il faut absolument et nécessairement l'alliance des bons chrétiens, des bons musulmans et des bons juifs. Et l'ennemi, c'est ce qu'il ne veut surtout pas. Voilà. Et donc ne tombons pas dans les pièges des faux prophètes, des faux messies et des fauteurs de guerre communautaires. Voilà. Je n'ai pas besoin de dire, je crois, plus que ça, pour compléter ce que vous venez de dire. Well, I'm very happy because I'm hearing exactly the same words that Alexander Dugin spoke in Moscow. After I spoke in Moscow introducing Islam's view of the world today, Alexander Dugin, my friend, pointed to this dichotomy that the good Jew and the bad Jew, the good Christian and the bad Christian, the good Muslim and the bad Muslim, but he did it in a systemic way, that there were amongst the Christians, amongst the Jews, and amongst the Muslims, those who were anti-systemic, who recognized the evil nature of the system ruling the world today, and who were resisting it. And there were others in Christianity, in Judaism, and in Islam, who are either supporting the system or partaking in it as oppressors. He found this dichotomy to be something important, and he felt that there was a need for those who could make common cause against the great oppressor to come together. And I'm hearing exactly the same words today from my friend Aline Soral. Now, if we are... Oh, yes. Je suis très heureux d'entendre ces mots. Ce sont exactement les mêmes que j'ai entendus de la part de mon ami Alexandre Dugin lorsque je lui ai parlé, lorsque j'ai parlé à Moscou. Il m'a parlé de cette dichotomie entre les bons et les mauvais chrétiens, les bons juifs et les mauvais juifs, les bons musulmans et les mauvais musulmans, en soulignant qu'il y a donc dans toutes ces religions des gens qui reconnaissent et qui résistent contre le système, qui reconnaissent l'oppression du système. Et il appelle à ce que tous ces gens-là s'unissent contre ceux qui, au sein de ces religions, au contraire, qu'on peut qualifier de mauvais chrétiens, mauvais juifs, mauvais musulmans, qui soutiennent l'oppression et l'oppresseur. I miss him today. I wish Alexander Dugin could be with us here today, and I pray that another opportunity will come when he can be with us. Oui, j'aurais beaucoup aimé qu'il puisse être avec nous aujourd'hui, Alexandre Dugin, et j'espère qu'une opportunité, une occasion viendra où nous pourrons nous retrouver tous les trois. Je précise que j'ai rencontré Alexandre Dugin à Moscou
la dernière fois que j'ai été invité par Vladimir Poutine lui-même. Si tu veux le traduire. Yeah, I understood. Et petite remarque que je voulais faire, parce qu'on parle souvent, pour désigner l'Empire et l'ennemi, de l'axe américano-sioniste. Et on oublie souvent que cet axe est en réalité un triangle, c'est l'axe américano-saoudo-sioniste. C'est-à-dire que les musulmans impériaux sont totalement partie prenante en fait de cette domination impériale. Or, comme il y a l'idéologie anti-islamique aujourd'hui officielle, on a l'impression qu'il y a l'américano-sionisme d'un côté et l'islam de l'autre, et que même l'américano-sionisme est le rempart, la protection contre la violence islamique qu'on associe à Daesh, etc. En réalité, Daesh, via les Saouds, fait partie de ce projet de domination. Hein, c'est-à-dire que c'est un faux ennemi et un allié objectif. Et ce n'est pas pour rien que l'élection de Trump pose un très gros problème aujourd'hui à cette triplette américano-saoudo-sioniste, car il semblerait que Trump est en train peut-être de montrer du doigt quelque chose de fondamental et qui doit être compris, c'est qu'en fait, le monde musulman à travers les Saouds fait partie de la domination impériale et n'est pas le méchant qui est censé combattre l'Empire et qui du coup, par référence à ce méchant, serait l'Empire du bien. Et donc il faut bien avoir ça en tête, nous sommes face à une triplette américano-saoudo-sioniste, et pas juste à un monde américano-sioniste qui lutterait contre un méchant monde arabe. Hein. Ça change toute la vision des choses et toutes les stratégies. You want me to translate? Alain Soral said that most people, we are used to talk about the Americano-Zionist axis, but in fact we should talk about the Americano-Saudi Zionist axis, because the Saudi Arabian country is part of the same enemy. And the election of Trump is maybe important to make people realize this, that the Saudis are not on the side of the Muslim world fighting against the American Zionism, but on the contrary, it's part of this world. I'm very happy that Mr. Soral has raised the subject of Saudi Arabia, the leaders of Saudi Arabia, and their great betrayal of Islam, the religion, and the link between Saudi Arabia and Daesh or ISIS. That Saudi Arabia is a part of the system of oppression. That Saudi Arabia is essentially now a partner in the Judeo-Christian Zionist alliance. It is perhaps an appropriate moment for me to bring to your attention a prophecy of Prophet Muhammad, Allah's blessing be upon him. Je suis heureux que Alain aborde ce sujet de la trahison de l'islam par l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui est directement responsable et derrière Daesh et qui fait partie donc du système d'oppression et qui est un partenaire dans l'alliance américano-sioniste. Et je voudrais maintenant citer notre prophète Mohammed. I am amazed by the excellence of the translation. Yes, excellence, yes. Our prophet has said, you know that Arabia is divided into two major parts. On the western side is Hijaz, and on the eastern side where you have the oil is Najd. And the prophet is in Medina, which is in Hijaz, and he points to Yemen and he points to Syria. And he praises Yemen and he praises Syria. And he prays for God's blessings upon them both. Oui, donc l'Arabie est divisée en deux parties, l'Est et l'Ouest. Et Médine est située à Hejaz, c'est-à-dire à l'Est. Et depuis ce point, depuis Médine, Mohammed pointe vers le Yémen et vers la Syrie et les loue et prie pour la bénédiction de Dieu sur ces pays. Then people ask him, what about Najd? And he was silent. Et lorsque les gens lui demandent, et à propos de l'Ouest, donc de Najd,
qu'as-tu à dire et Mohammed est resté silencieux. And then they repeated the question, and then he pointed to Najd, to the east. And he said, from here will come earthquakes, and you can have political earthquakes as well. And from here will come great trials, and from here will come the age of Satan. Les gens lui ont répété la question et finalement il a pointé vers la direction de Najd, donc vers l'ouest, et en disant que de là viendront des tremblements de terre qui pourraient être aussi des tremblements de terre politiques, hein, et de là viendront de grandes épreuves. The leaders of Saudi Arabia have come from Najd. And the world of Islam, which is different from governments which rule over us, the world of Islam and of Islamic scholarship largely identify the leaders of Saudi Arabia with this prophecy of Prophet Muhammad. Alors il se trouve que les chefs de l'Arabie Saoudite viennent de Najd, et dans le monde de l'islam, dans le monde de l'étude islamique, on a généralement associé, assimilé l'Arabie Saoudite à cette prophétie de l'islam. But this is not the view of the governments which rule over us and which in turn are submitting to the Zionist rulers of the world. Bien évidemment, ça n'est pas la vision des gouvernements, auquel nous sommes soumis, et de ceux qui gouvernent le monde. And so we are now in a position to confirm Mr. Surah's vision that yes, Saudi Arabia is a part of the Zionist alliance. Et donc je confirme la vision d'Alain Soral que l'Arabie Saoudite fait partie de cette alliance américano-sioniste. Et si je peux rebondir, aujourd'hui cette alliance n'est plus une spéculation. On voit que justement dans les temps qui s'accélèrent, l'Arabie Saoudite aujourd'hui n'hésite plus à officialiser sa relation avec Israël et elle est assumée aujourd'hui. C'est-à-dire on voit bien qu'on est quand même sorti de cette période du mensonge de l'époque de la Ligue arabe où l'Arabie Saoudite prétendait mener un combat contre Israël et prétendait mener un combat, je dirais, islamique. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où on peut vérifier objectivement que l'Arabie Saoudite montre sans se cacher ses alliances à plusieurs niveaux avec Israël et on comprend mieux aussi en fait les alliances de longue durée qu'avait l'Arabie Saoudite avec l'Amérique qui renvoient aux accords de Quincy, mais aussi peut-être à une explication d'un seul coup plus éclairée et éclairante des attentats du 11 septembre, puisqu'on a mis les attentats du 11 septembre sur le dos de l'Arabie Saoudite pour dire que c'était des attentats islamiques. Mais en réalité, si on comprend que l'Arabie Saoudite est partenaire de l'Empire, on peut dire donc qu'il y a une collaboration tripartite au niveau de ce déclencheur, de ce déclencheur fondamental qui étaient les attentats, où on a bien trois partenaires, l'Amérique profonde évidemment, qui vient d'être battue peut-être par Trump, Israël et l'Arabie Saoudite, avec peut-être après les services du Pakistan peut-être, mais là on va un peu plus loin dans la réflexion. Et donc j'insiste bien, la vision du monde officielle aujourd'hui qui consiste à dire qu'il y a un combat entre le monde judéo-chrétien, qui serait la civilisation, et le monde musulman et arabo-musulman, est un marché de dupes et un mensonge dans le but de créer une guerre mondiale. Et effectivement, cette guerre mondiale dont le Cher parle pour aboutir à la Pax Julia, au Grand Israël, et aussi à ce grand nettoyage des populations surnuméraires, puisque cette troisième guerre mondiale résoudrait le problème de ce trop grand nombre d'habitants difficilement gérable par une petite élite oligarchique. Hein. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans des analyses, je dirais, soit si vous êtes religieux, dans l'exégèse de textes religieux, mais aussi dans de l'analyse quotidienne des positionnements officiels politiques de tous ces partenaires. Il suffit simplement, vous avez le choix entre ces deux voies, mais elles sont claires et éclairantes et elles se rejoignent. I have understood it. Yeah. Before we proceed with our conference, allow me to return to my book, Jerusalem dans le Coran,
which was published by Contraculture. It is in this book that I have explained the movement from Pax Britannica to Pax Americana to Pax Judaica, and the reason why they want to establish Pax Judaica, so that when Israel rules the world, that a man can stand up in Jerusalem and declare, I am the Messiah. J'en profite pour parler un peu de mes livres. Donc dans ce livre Jérusalem dans le Coran, c'est là que j'explique ce mouvement des trois paix, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Judaica, et je montre Au niveau mondial ouais, comment ce mouvement, From Pax Britannica to Pax Americana to Pax Judaica. voilà. And then when Israel ruled the world, that a man would stand up in Jerusalem and declare, I am the Messiah. Voilà. Et donc lorsque Israël gouvernera le monde, lorsque nous serons à cette Pax Judaica, un homme viendra et proclamera qu'il est le Messie. But he would not be the true Messiah, the son of the Virgin Mary. Mais ce ne sera pas le vrai Messie, le fils de la Vierge Marie. He would be the false Messiah of Dajjal. Ce sera le faux Messie, Dajjal. I want to take this opportunity to thank M. Soral and Contre-Culture, who had the courage, the only publishing company in France, no one else would do it, to publish my book on Jerusalem in the Quran in French, and then go on to publish my book on Gog and Magog in French. And then now they've done it a third time. My book on an introduction to methodology for study of the Quran, which has not as yet been released, it's just been published. Again, Contre-Culture has done it for the third time, and I want to thank him and to thank Contre-Culture for what they have done in introducing my books to the French-speaking world. Voilà, je voudrais remercier Alain Soral et Contre-Culture pour avoir eu le courage, et c'est la seule maison d'édition qui a eu le courage de publier mon livre, mon premier livre d'abord Jérusalem et le Coran, dans le Coran, pardon, le second à nouveau par Contre-Culture Gog et Magog, et tout juste publié maintenant une introduction à une étude méthodologique du Coran. Donc je remercie vraiment Contre-Culture pour avoir permis, pour diffuser ma pensée au monde, au public francophone. And I am optimistic that when you study my books on Islamic eschatology, you will find that Mr. Soral has come to the same conclusion in his book, his famous book, Comprendre l'Empire. Et je suis optimiste, je crois que lorsque vous étudierez mes livres, mes travaux, vous découvrirez effectivement et qu'on se rejoint avec Alain Soral qui aboutit aux mêmes conclusions dans son livre Comprendre l'Empire. Merci. Pour faire une remarque de chrétien, parce que je suis quand même un chrétien culturel, pour les gens qui s'intéressent à l'eschatologie chrétienne et catholique, les conclusions sur le faux Messie qu'on trouve dans l'islam sont les mêmes que celles qu'on trouve dans l'Apocalypse de Jean, avec la question chez nous de l'Antéchrist. C'est-à-dire qu'il y a bien une convergence sur ces trois religions, que le faux Messie que les sionistes présenteront comme le vrai est bien considéré chez nous comme l'Antéchrist et chez les musulmans comme l'Antéchrist aussi qu'ils appellent le Dajjal. C'est-à-dire qu'il y a bien les trois visions eschatologiques correspondent. Le Mashkia pour les uns, et bien le Dajjal pour les autres, et l'Antéchrist pour les troisièmes. Donc on est à chaque fois, effectivement, dans cette convergence des bons chrétiens, des bons juifs et des bons musulmans, qui doivent s'unir pour lutter contre une alliance de mauvais chrétiens, de mauvais juifs et de mauvais musulmans, et jamais le camp mensonger des judéo-chrétiens du monde occidental contre les éternels méchants musulmans. Qui est ça, la fadaise que nous vend Éric Zemmour en France, et malheureusement auquel adhèrent, pour des raisons de colère légitime d'ailleurs,
notamment des identitaires, etc., et qui pousse à la guerre. Hein, on n'est plus dans seulement un débat d'idées et un débat théologique. Tomber dans ce genre de piège, dans ce genre de manipulation, c'est aller à la guerre et au chaos. If I may be allowed at this time, in the remaining time that we have, to introduce the elections, the US elections, there are lots and lots and lots of people out there waiting to hear our analysis and our response from his viewpoint, Mr. Soral, and from my eschatological response. What are the implications of the results of the US elections? Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais parler de l'élection américaine, car beaucoup de gens attendent mon analyse, ma réaction, de mon point de vue eschatologique en ce qui me concerne, et d'un point de vue laïque de la part de Alain Soral. And I want to begin by saying that in my view, Pax Americana lost the election. Yes. Alors, je commencerai en disant que de mon point de vue, la Pax Americana a perdu les élections. And as a consequence of this temporary setback that they have encountered, we now have a moment in which there is a window of opportunity for us to proclaim our viewpoint to the world. Et en conséquence de ce recul temporaire de la Pax Americana, nous avons un moment, une opportunité, un moment d'opportunité, une fenêtre d'opportunité pour proclamer notre vision des choses. My view, and I would like to hear whether Mr. Soral shares my view, is that the greatest vulnerability that the United States of America has now in its confrontation with Pax Americana is the US dollar. And the Pax Americana, meaning the Judeo-Christian Zionist Alliance, will now seek to dismantle the US dollar in order to cause runaway inflation in the United States, and then to blame that on Russia, and as a consequence to create or to manufacture casus bellum against Russia. Ma vision des choses, et je voudrais savoir si Alain Soral la partage, c'est que la plus grande vulnérabilité des États-Unis actuellement, ce qui menace cette Pax Americana, c'est le dollar. Car l'alliance, ceux qui veulent amener la Pax Judaïca doivent avant démanteler le dollar américain de manière à créer une inflation aux États-Unis et pouvoir accuser la Russie des problèmes qui vont en résulter et de cette manière créer un casus belli, un cas de guerre, un prétexte de guerre. And I'd like to hear what Mr. Soral has to say on the subject. Je crois que je partage à peu près la même vision, puisque nous espérons tous, presque de façon intuitive, la victoire de Donald Trump à l'élection. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien les gens qui sont du côté de l'Empire et les gens qui sont du côté de la résistance à l'Empire, que ce soit d'ailleurs de façon intuitive ou par analyse, les gens qui essaient de lutter contre l'Empire et la dégradation du monde, et d'un monde qui irait vers de plus en plus de violence et d'inégalité, les gens qui luttaient contre ça étaient pour Trump. Ceux qui n'avaient pas compris ça ou qui étaient du mauvais côté, il y a une minorité de gens qui manipulaient et une grande partie de gens qui ne comprenaient pas ce qui se jouait, voulaient voter pour une femme parce qu'ils associent femme à plus de douceur ou moins de violence. Des catégories malheureusement très trompeuses. Hein. Et effectivement, ce qui se joue aujourd'hui avec l'élection de Trump, c'est la remise en cause de cette marche en avant de l'Empire américain, dont les deux composantes sont un dollar qui est de plus en plus une fausse monnaie, mais qui est imposé au reste du monde par la violence militaire. Et je pense que si on veut avoir une vision assez simple, c'est qu'aujourd'hui, et c'est peut-être avec ça que va être obligé de rompre Trump quand il dit qu'il veut changer le rapport aux autres nations, c'est qu'aujourd'hui, pour que l'Amérique se maintienne, comme elle ne peut plus se maintenir par la monnaie,
elle est obligée d'imposer cette monnaie par la menace militaire. Et qu'en réalité, aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus qu'un État financièrement failli et industriellement déclinant qui menace le reste du monde et qui le vole par une fausse monnaie imposée par de la violence militaire. Et ça, c'est la continuation et l'aggravation de cette chose, c'était l'élection d'Hillary Clinton. Il semblerait que l'élection de Trump est la rediscussion et la remise en cause de cette marche en avant fatale, de cette fausse monnaie du dollar qui ne se maintient que par la violence militaire. Voilà l'analyse que je fais. Ok, Donc, Alain Soral a expliqué que, Alan Soral explained that in order for the USA to maintain itself, it has to keep imposing its currency on the world, but it can only do it by military violence today. And Hillary Clinton's election would have advanced this system, and Trump's possibly, hopefully, Trump wants to change the deal and change this situation. L'alliance, c'est ça, c'est fausse monnaie, violence militaire. Hein. Plus le dollar est faux, plus il faut l'imposer par de la violence militaire. C'était ça l'idée. Right. The more the dollar is fake, it becomes a fake currency, the more they have to impose it by violence, by military violence. Okay, if we are to accept the view that we are now in a moment of transition, when Pax Americana is in irreversible decline, in order to prepare the way for Pax Judaica to replace Pax Americana, then the collapse of the US dollar is inevitable. And the collapse of the US dollar would result in enormous problems in the US economy. Donc si nous acceptons cette vision, cette idée que nous sommes dans un moment de transition, alors nous comprenons que le déclin irréversible de la Pax Americana est nécessaire pour préparer le chemin à la Pax Judaica. Et dans ce cas de figure, eh bien, l'effondrement du dollar est inévitable et résultera dans d'immenses problèmes. The collapse of the US dollar, in my opinion, would be preparatory to the emergence of a new monetary system in which there be only one single currency for all of mankind. À mon avis, l'effondrement du dollar américain serait préparatoire à l'émergence d'un nouveau système monétaire fondé sur une seule monnaie. And that solitary single money would be electronic or digital money, and it would be controlled by the central banks of the world. Cette monnaie unique sera électronique et de cette manière elle sera contrôlée plus facilement par les banques centrales. The central banks around the world would all be in turn controlled by the Judeo-Christian Zionist Alliance. Et toutes ces banques centrales dans le monde, à leur tour, seraient contrôlées par l'alliance judéo-américano-sioniste. And therefore the new monetary system would be used to facilitate the transfer of power from the United States to Israel. Et ce nouveau système sera donc utilisé pour faciliter le transfert des richesses des États-Unis, transfert de pouvoir aussi des États-Unis vers Israël. But along comes Trump who says he wants to make America great again. Mais voilà que arrive Trump qui déclare qu'il veut rendre l'Amérique grande à nouveau. And I would like to use this opportunity to send a message to him. Et je saisis cette opportunité, cette occasion pour lui envoyer un message. And to all those who are supporting him, Et à tous ceux qui le soutiennent, that the only way the United States can survive
the attack on its money, which is now going to come, would be to exit, to get out of the International Monetary Fund, and therefore to no longer be under the obligation of not being allowed to use gold as money. The International Monetary Fund, the Articles of Agreement, prohibit the use of gold as money. And if you leave the International Monetary Fund, you will not have that prohibition to stop you. Et le seul moyen donc de contrer, de répondre à cette attaque sur la monnaie unique qui s'annonce, c'est de sortir du Fonds monétaire international, puisque c'est ce Fonds monétaire international qui impose de ne pas appuyer la monnaie sur l'or. And therefore, if the United States is to survive and to protect itself from what is happening in Venezuela now, as soon as the dollar starts to fall in value, and you cannot prevent it from falling in value, it is at that time that the United States should do what many states in the United States have already done, and that is to make gold and silver coins legal tender. Et donc si les États-Unis, si les Américains veulent survivre et se protéger contre cette catastrophe annoncée, comme ça se passe actuellement au Venezuela, c'est que dès le moment où le dollar chute, et que sa chute ne peut pas être arrêtée, eh bien il est temps de sortir de ce système et de recréer une monnaie fondée sur l'or. Gold and silver coins. Et sur l'argent. Sur l'or et sur l'argent, sur les métaux précieux. Oui, ça rejoint les analyses de Antal Fekete, les analyses de notre camarade éditeur de Fekete, Jovanovic. On est à peu près tous d'accord pour dire que l'avènement de Trump est l'espoir d'une rupture par rapport à ce processus inéluctable qui allait amener, avec la complicité de ce que représente le clan Clinton, qui allait amener ce que vous appelez la Pax Americana à la Pax Judaica. Et c'est pour ça que, dans notre esprit et avec ces analyses, pour nous, Trump n'est pas un candidat de droite réactionnaire, mais ce serait plutôt un candidat de l'espoir au sens humaniste du terme. Et moi, la petite remarque que je veux faire, ça sera sans doute dans les questions, c'est que c'est de ce point de vue-là qu'on peut dire que Trump n'est pas un candidat sioniste, malgré les déclarations qu'il peut faire pour éviter les violences du tout-puissant lobby sioniste aux États-Unis. Il faut analyser la question du sionisme, comme nous venons de la faire en réalité, sans jamais parler de l'Israël immédiat et terrestre. Et il est évident que quand on voit ce que promet Trump et ce qu'il a amené au pouvoir, c'est quand même une résistance à ce sionisme tel que nous le comprenons de manière bien plus élevée, spirituelle et profonde que les gens qui se posent la question de savoir si Trump a fait des déclarations pro-palestiniennes ou pro-israéliennes. Il faut que les gens qui sont, soucieux de la cause palestinienne élèvent un peu leur capacité d'analyse de cette question au niveau où ça se joue réellement. Parce que je réponds à cette question préventivement, parce que des tas de gens me disent « oui, mais c'est un faux espoir, Trump est un sioniste ». En réalité, on peut déterminer quelqu'un qui est sioniste ou pas par des positions qui sont parfois très très éloignées de la cause israélienne ou palestinienne immédiate. Et je pense que quiconque s'oppose à la marche du nouvel ordre mondial, à la globalisation mondiale et à tous ces avatars est de toute façon un antisioniste de fait, sans avoir jamais besoin de le dire, et même s'il embrasse Netanyahou sur les deux joues. Laurent? Oui, donc, nous sommes tous d'accord. We all agree that the election of Trump is bringing a break with his system, and there are different viewpoints. Some people would say that Trump is basically supporting Israel, so therefore he's a Zionist, but in our understanding, Zionist is not limited to the question of Israel or the Palestinian question. It's a much larger question, and from this larger viewpoint,
we believe that Trump is more on the line, in line with our vision and in the camp of opposing this Judeo-American Zionist alliance. Well, if we are to conclude and allow the questions to come, I want to say that, and I want the world to listen, that for the last 15 years I have consistently refrained from visiting any country which is a member state of NATO or a supporter of NATO. But now that NATO's back is breaking, because Trump has said what he said about Article 5 of the NATO Treaty, I believe that there is an opportunity for me now to return to the United States of America 15 years after I left it, and to continue some of the work I was doing in New York and other parts of the United States, and to visit Paris, and I hope we can have a seminar in Paris, and to return to Belgrade, even though the government in Serbia signed that treaty with NATO, which is such a deplorable treaty. Yeah. Et depuis 15 ans maintenant, je n'ai pas voulu me rendre dans les pays de l'OTAN. Mais maintenant, avec l'élection de Trump qui semble annoncer un déclin ou une sorte de sortie de l'OTAN, en tout cas, maintenant, je me sens prêt à retourner aux USA. J'espère de pouvoir retourner aux USA, aux États-Unis, et continuer les travaux que j'ai menés là-bas à New York. Et aller à Paris peut-être, organiser un séminaire, retourner à Belgrade également, même si Belgrade a signé un traité, s'est allié avec l'OTAN. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, non? Alors oui, effectivement, chers internautes, vous êtes 2000 à suivre ce direct. Alors on va commencer une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à inscrire vos questions en commentaire sous la vidéo. On en choisira certaines et on les posera à Alain Soral et au cher Imran Hossein. Alors première question. Une question pour Alain Soral. Quelle sera selon vous la stratégie adoptée par l'Empire pour contrer Trump ? Je crois que c'est assez évident. Déjà, il faut que les grands électeurs finissent et ratifient l'élection de Trump. Je crois que ça s'est très rarement vu dans l'histoire américaine que les grands électeurs ne suivent pas, comment dirais-je, le vote de leurs administrés. Mais il y a eu des exemples au XIXe siècle, je crois, de grands électeurs qui n'ont pas suivi le vote de leurs administrés. Et il y aurait déjà au moins un grand électeur qui dirait qu'il ne ratifierait pas le vote. Donc il peut y avoir une première opposition à ce niveau-là. Et ensuite, il est évident que la vraie question, c'est que quand on met bout à bout les discours de Trump, qui sont ces discours non pas avec Hillary Clinton, où il n'y avait aucun contenu, mais ces meetings de campagne, où il y avait beaucoup de contenu politique, il est évident que ce qu'il propose est une rupture radicale avec la marche impériale. Hein, et que forcément, ni Wall Street, ni peut-être même le complexe militaro-industriel américain, ni le puissant lobby sioniste sur l'Amérique, puisque les leaders israéliens se vantent depuis des années de contrôler l'Amérique par le Congrès, par les PAC et par les donations d'argent sur les politiques. Il est évident que les élites oligarchiques américaines ne vont pas laisser Trump appliquer son programme avec le sourire. Il va falloir sans doute qu'il s'appuie sur des forces puissantes d'Américains patriotes qui le soutiennent. Il va falloir qu'il renonce à certaines choses. Et n'oublions pas aussi que les États-Unis sont le pays où on assassine les présidents et les candidats à l'élection. Et ça, c'est une donnée très importante. Il n'est pas exclu, c'est l'avis des experts russes que j'ai rencontrés, qu'à un moment donné, un type comme Trump, s'il tient ses promesses, soit victime d'un attentat homicide aux États-Unis. Tout ça est à envisager. Oui. You want me to translate? Yes. So the question was, what will be the strategy of the empire to fight against Trump? And Alain Soral's answer was that one possibility, first, it would be that the great electors who were
expected, in fact, to elect Trump, I think in December, may change their vote, which historically is almost unprecedented, but not completely. Anyway, the real question is we have to think, if we listen to Trump's speeches, we understand he wants to make a real radical break with the imperial system, and of course we can understand that neither Wall Street nor the Zionist lobby nor the military-industrial complex will let him do that. And we could also consider the possibility that he may be assassinated, because in America he would not be the first president to be assassinated. Yeah, I share the same view. I share the same view, yeah. Alors, une question pour vous, Oui. cher. Dans votre livre Jérusalem dans le Coran, vous écrivez que selon Abu Huraira, le prophète a dit « Les drapeaux noirs émergeront du Khorasan et aucune force ne pourra les arrêter jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans Jérusalem. » La question est la suivante. Oui. Beaucoup de musulmans croient que le prophète faisait référence à l'État islamique. Quelle est votre analyse? I wrote that book, I wrote Jerusalem in the Quran 15, 16 years ago. And since then my thought has advanced, and this book, most of all, Methodology, has caused me to modify my views. Methodology for the study of the Quran teaches the proper way to study the Quran and how to relate the Quran with the Hadith. Donc, lorsque j'ai écrit mon livre Jérusalem dans le Coran, j'ai parlé de tout ça, mais ma pensée a évolué et donc elle s'exprime aujourd'hui dans ce dernier livre, Introduction à une étude méthodologique du Coran, dans lequel je montre la bonne manière de lire le Coran. The methodology is that a hadith which is in harmony with the Quran would be accepted. Another which is in conflict with the Quran would be rejected. And a third which is neither in harmony nor in conflict can be accepted but will have a much lower status. Alors, dans le Coran, c'est la question de la relation entre les hadiths et le Coran. Hein. Un hadith qui est contradictoire avec le Coran doit être rejeté. Un hadith qui est cohérent, compatible avec le Coran peut être regardé, doit être regardé, et un hadith qui, et les hadiths qui ne rentrent pas en conflit direct peuvent être Neither in harmony nor in ceux conflict qui ne sont ni en harmonie avec le Coran ni en conflit can be accepted peut être acceptés but with a lower status. avec un statut inférieur. Now then, the hadith or the prophecy of an army coming from Khorasan, which would be unstoppable until it liberates Jerusalem. I have not been able to find so far that which will allow me to recognize this hadith to be in harmony with the Quran, and as a consequence, I no longer quote it. Alors, concernant ce hadith d'une armée venant de Khorasan. Khorasan, et qui n'est impossible à arrêter jusqu'à Jérusalem, je n'ai rien trouvé jusqu'à présent qui puisse montrer sa compatibilité, qu'il est en harmonie avec le Coran, et donc par conséquent je ne le cite plus. Alors, une question pour Alain Soral, de Gani Guran. Alain Soral, à la suite de l'élection de Trump, pensez-vous que cela peut favoriser Marine Le Pen en 2017, avoir un effet favorable sur l'élection? Ça me paraît évident. Personne ne voulait de l'élection de Trump, je parle du système, hein. Personne ne l'avait d'ailleurs anticipé. Et pour ceux qui ont suivi la nuit électorale, l'effet qu'on a ressenti est assez proche, à une échelle supérieure, de ce qu'on appelait le 21 avril, c'est-à-dire la fois où Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour. Et en fait, l'élection de Trump, c'est un super 21 avril, puisque c'est pas être au deuxième tour, mais c'est être élu, et en plus, c'est pas la France, mais ce sont les États-Unis d'Amérique. Et moi, j'ai toujours dit, si vous regardez ce que je disais il y a une dizaine d'années,
que la révolution européenne, ce que j'appelle la révolte des nations contre l'Empire, aura une chance d'exister si et seulement si la Russie ne s'y oppose pas, ce qui était le premier préalable, et le préalable le plus important, c'est les États-Unis ne s'y opposent pas non plus. Et là, on est dans une configuration où il y a une espèce d'arc protecteur, presque je dirais de neutralité, où si Trump et Poutine se mettent à discuter ensemble, il peut y avoir une situation de non-intervention et de non-ingérence sur l'Europe occidentale, qui peut permettre peut-être aux patriotes, notamment que je représente, et que représente aussi, je dirais, à minima, et faute de mieux Marine Le Pen, puissent enfin, je dirais, accéder au pouvoir qu'ils ont déjà en termes comment dirais-je, de sympathie dans la population. Car on est quand même dans une situation étrange en France, où le premier parti politique est aujourd'hui, dans une démocratie du nombre, le Front National, qui est systématiquement insulté comme un parti marginal, alors qu'il est le premier parti de France. Et ça ne peut se comprendre que par la domination, on va dire, américano-sioniste sur la France, et aussi par le jeu pervers joué par l'islamisme. Hein, parce qu'aujourd'hui, l'islamisme renforce une droite sioniste, hein, et même pourrait même pousser le Front National, malheureusement, vers une droite sioniste. Et il est évident, quand on fait cette analyse, que ces deux superpuissances que sont la Russie et les États-Unis, Poutine d'un côté et Trump de l'autre, permettraient peut-être enfin à l'Europe de s'émanciper et de revenir maîtresse d'elle-même. Et en Europe, la France. Et il est évident que le seul parti politique, dans une logique électoraliste, qui peut permettre à la France de reprendre un peu le contrôle de son destin, il n'y a pas d'autre parti que le Front National, c'est une évidence. Et d'ailleurs, quand on fait un sondage en France, qui est favorisé ou par le vote Trump, 79% des sondés disent Marine Le Pen. Donc il est évident que cette victoire de Trump crée un espoir ou une inquiétude de victoire du Front National en France, ce qui n'était pas du tout envisagé avant l'élection de Trump. Aujourd'hui, les impérialistes, on va dire, se disent si Trump a gagné aux États-Unis, Marine Le Pen et le Front National peuvent peut-être gagner en France. Voilà. May I offer a comment as well? I don't want to intervene in the internal politics of France. However, something astonishing has happened in the last elections in the United States. And that is that you have an expression in French called lavage de cerveau, brainwashing. And in the United States, the media, the television, radio, newspapers, have for the longest while engaged in brainwashing the people in order to get them to turn towards the path that the Zionists choose. It did not work this time. They unleashed everything that they had against Trump. They demonized him, and it did not work, indicating that the American people were resisting lavage de cerveau, resisting brainwashing. I believe that the same thing can happen now in Europe. Normalement, je ne veux pas trop commenter sur la politique française, mais je remarque que quelque chose d'extraordinaire s'est passé aux États-Unis, et donc on peut en tirer des conclusions. Aux États-Unis, on a vu un lavage de cerveau absolument extraordinaire par les médias qui voulaient en quelque sorte laver le cerveau des Américains pour qu'ils suivent, qu'ils acceptent le chemin des sionistes. Et contre Donald Trump, ils ont tout essayé, ils l'ont diabolisé, mais on a pu constater que les Américains ont résisté à ce lavage de cerveau, et ça c'est tout à fait remarquable. And the same thing can now happen. Et voilà, et donc on peut espérer que la même chose se passe en France, qu'il y ait une sorte d'immunisation du public. Not just France, Europe. En Europe. En France, donc en Europe. Yeah. En Europe, donc en France. Alors, une question chère. Que pensez-vous du phénomène récent... Une autre question. Oui, une autre question. Yeah. Que pensez-vous du phénomène récent, les trompettes de Jérusalem? Translate that. What do you think of this recent phenomena, the trumpets of Jerusalem? I don't know what it refers I don't know. to. C'est pas.
Non, c'est quelqu'un qui a posé la question. Bon, Je sais bah, pas ce que On c'est. sait pas ce que c'est. Personne ne sait, donc nous n'avons pas la réponse. On sait pas. Une autre question pour vous. Ouais. Quel est votre avis sur la crise migratoire que vit actuellement l'Europe? What is your opinion on the migration crisis in Europe? All these migrants. At the heart of the migration to Europe is a movement of the poor and destitute masses of the world towards that part of the world where all the money and wealth is concentrated. This disparity in wealth has not come about by accident. A monetary system, a banking system, an economic system which came out of Western civilization has been sucking like a vacuum pump, sucking the wealth of mankind, blood sucking the wealth of mankind for such a long time that the masses around the world today are destitute. And this is the first reason for the migration to Europe. Alors la réponse, donc la crise migratoire, tous ces mouvements de pauvres du monde, des pauvres du monde entier, enfin d'une partie du monde ils vont en fait vers les pays où se trouve l'argent, où se trouve la richesse, hein, tout simplement. Donc cette disparité, cette inégalité économique, cette pauvreté n'est pas venue par accident, elle est venue, elle a été causée par le système bancaire qui, depuis longtemps, ce système bancaire de la civilisation occidentale qui, en quelque sorte, suce la richesse du monde comme le sang, hein, qui, depuis de nombreuses années, ont rendu ces masses, les ont réduits à un état de pauvreté extrême. Among the voices which have been raised in protest, in resistance of this economic and financial and monetary oppression, the first voice that we should recognize and honor and pay tribute to is the voice of General Charles de Gaulle of France, who stood up in the French National Assembly in 1966, I believe, and issued a declaration of denunciation of the unjust nature of the monetary system. Parmi les voix des protestataires contre cette oppression économique, on doit reconnaître le rôle du général de Gaulle, qui à l'Assemblée générale en 1966 a fait une déclaration en dénonçant l'aberration de ce système monétaire international. The second voice I'd like to make mention of is that of Dr. Muhammad Mahathir in Malaysia, who also recognized the unjust nature of the monetary system and made a commendable effort to try to reintroduce gold as money. La deuxième voix que je voudrais évoquer, c'est celle du docteur Mohamed Mahathir of Malaysia. de Malaisie, qui a fait un gros effort pour reconnaître la nature injuste du système monétaire international et pour rétablir un système monétaire Plus juste. plus juste. The third and the last voice I'd like to make mention of, and there are many others, but I've only mentioned three. And this is the early 1960s, and that is the voice of Ahmad Sukarno of Indonesia, who actually took Indonesia out of the IMF. Et la troisième et dernière personnalité, voix importante que je voudrais mentionner, c'est celle de Ahmad Sukarno d'Indonésie, hein, qui a littéralement sevré, hein, le pays de ce système international. He also wanted the Indonesian rupiah to be redeemable in gold. Il a voulu que le roupie indonésien soit Réindexé sur l'or. soit indexé sur l'or. If any country in the world succeeds in having their currency redeemable in gold, the entire monetary system will collapse.
s'il suffirait qu'un seul pays réussisse à indexer sa monnaie sur l'or pour que le système entier commence à s'effondrer. These are voices we must honor because they could see what is happening today, the destitution of the masses and the concentration of wealth in Western Europe and the United States. Oui, nous devons honorer toutes ces voix qui ont pu voir la pauvreté extrême, l'appauvrissement des masses et l'oppression économique. There is more to the answer, but this should suffice. Voilà, on pourrait en dire plus. Si moi je veux compléter cette vision en tant que Français, puisque ces migrants ne vont pas en Malaisie mais qu'ils vont en Europe occidentale, c'est que même si on admet les causes qui sont la misère, ces masses n'ont pas été mises en mouvement par elles-mêmes aujourd'hui, par hasard. Elles auraient pu bouger avant, elles n'auraient pas bougé forcément que de ces endroits-là. On voit bien aujourd'hui que ceux-là même qui ont créé ces inégalités et cette misère veulent aujourd'hui, de façon volontariste, faire déferler ces peuples miséreux sur l'Europe occidentale pour achever de déstabiliser l'Europe occidentale et notamment empêcher la révolte des nations, c'est-à-dire un sursaut des peuples contre leurs élites en créant ce que j'appelle un chaos horizontal. C'est-à-dire que pour empêcher les élites, les peuples de se battre contre leurs élites, on va les obliger à se battre contre d'autres pauvres et d'autres victimes. C'est le principe d'horizontaliser les luttes et notamment d'opposer le chrétien appauvri contre le musulman mis de force en mouvement et miséreux. Tout ça pour qu'aucun des deux ne puisse finalement efficacement lutter contre l'oppresseur qui se situe au-dessus et qui est l'oppresseur du nouvel ordre mondial et qui en général cette triplette, on va dire, américano-saoudo-sioniste. Donc à la fois on doit comprendre la misère de ces migrants qui viennent et en même temps on doit quand même comprendre que c'est un outil de destruction et de déstabilisation qui risque d'empêcher le sursaut des nations européennes, c'est-à-dire que nous devons les traiter à la fois humainement et politiquement. Humainement, c'est-à-dire avec douceur et respect, et politiquement, c'est en les aidant à rentrer chez eux. I'll add that we can also add that these impoverished masses who are migrating in Europe did not suddenly start moving recently just by themselves, but they are used also as tools by the elites in order to create some chaos and horizontal struggle which will bring impoverished Christians against Muslims and prevent them from fighting against the oppressor above them. So we have to have both visions, look at these migrants in a humanly, but also look at them as a political reality. Alors, chers internautes, vous êtes plus de 2000 toujours à suivre ce direct. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore une demi-heure pour répondre à vos questions. Alors, cher, il y a une question qui revient souvent. C'est la suivante. Est-ce que vous soutenez le régime iranien? C'est peut-être la question qui est la plus récurrente là, sur le forum. Mais c'est sur le chiisme, le sunnisme. Okay. One has to be very careful how one answers this question. My Islamic eschatological view is that the Shia-Sunni divide in the house of Islam was created at the beginning in order to provide an opportunity in the end time for Sunni Shia civil war in the house of Islam, which would weaken the house of Islam, number one, which would make Muslims look terrible and foolish in the eyes of the world, number two, and which would cause Muslims for their attention to be diverted to sectarian differences, sectarian warfare,
and not to concentrate on combating the common enemy. Okay. So we should be careful in our answer, and I want to be careful. Pardon. Tu le dis en français plutôt. Excusez-moi. Il faut être prudent dans notre réponse. Ma vision eschatologique islamique est celle-ci, c'est que cette division entre chiites et sunnites dans la maison de l'islam a été créée au début afin de fournir un moyen, une possibilité durant les derniers jours pour créer une guerre civile au sein de la maison de l'islam afin d'affaiblir l'islam. D'une part, de le faire apparaître, d'autre part, de le faire apparaître comme mauvais, ridicule aux yeux du monde, et en même temps, troisièmement, afin de divertir l'attention des musulmans vers ces luttes sectariennes pour les empêcher de lutter efficacement. The response, therefore, at this time, by those who have sense, would be to try to build Shia-Sunni friendship and solidarity against a common enemy. Par conséquent, la réponse de ceux qui ont du bon sens doit être de travailler à bâtir l'amitié et la solidarité entre les sunnites et les chiites. This is how we should respond to those who are beating the drums of Shia-Sunni warfare, particularly from Saudi Arabia. Voilà, c'est notre réponse, c'est ce que nous devons répondre à ceux qui, en particulier en Arabie Saoudite, battent les tambours de la guerre entre les sunnites et les chiites. The phenomenon of Daesh or ISIS, as well as the bogus jihad in Syria, funded by Saudi Arabia, armed by the Saudis through the United States and through CIA, have as one of their basic objectives fomenting or forging Sunni-Shia civil war. Et Daesh et tout ce faux djihad en Syrie est financé par l'Arabie Saoudite et par l'empire américano-sioniste et a pour objet précisément de mettre de l'huile sur le feu, d'envenimer les relations entre les chiites et les sunnites. At this time, the world of Islam should be forging friendship and alliance with the Orthodox Christian world, led by Russia. Et en ce moment, le monde de l'islam devrait également bâtir une amitié avec le monde de la chrétienté orthodoxe basée en Russie. In the Quran itself, we find the verse of the Quran telling us that in the end time, those who will be closest in love and affection for Muslims would be a people who will declare, "We are Christians." Eh bien, dans le Coran nous dit dans un verset qu'à la fin des temps, ceux qui seront les plus proches des musulmans viendront des chrétiens, se diront chrétiens. And there is that which follows in the verse by which we can recognize that the Quran is speaking primarily of the Orthodox Christian world led by Russia. Voilà, c'est ce qui suit dans le même verset qui nous permet de comprendre qu'il s'agit bien des chrétiens orthodoxes de Russie. It is remarkable that Iran is leading the world of Islam in forging friendship and alliance with Russia. Et donc il est remarquable que ce soit l'Iran qui est actuellement, qui guide le monde musulman vers cette amitié avec la chrétienté orthodoxe. While the Sunni world of Islam is led by shoeshine boys. Pendant ce temps-là, le monde sunnite est guidé, conduit par des amateurs Who all turn towards Washington, qui se tournent vers Washington, with few exceptions. avec quelques exceptions. And as a consequence, the Sunni world is in a state of dichotomy, the leaders turning to Washington, but the people increasingly admiring Putin. Et on observe du coup dans le monde de l'islam sunnite une dichotomie, une division entre les chefs qui se tournent vers Washington alors que le peuple, lui, regarde vers la Russie. There is more that I could say about Iran, but I think this is enough. Voilà, je pourrais en dire plus, mais je m'arrête là. Alors merci. Alors une question
Il y a beaucoup de questions pour le cher. Une question géopolitique concernant votre avis sur Erdogan et la Turquie. Le jeu qu'il joue avec le rapprochement avec la Russie, est-ce que selon vous, il est sincère dans ce rapprochement? We're getting very important questions. Number one, I do not trust Erdogan. Tout d'abord, je ne fais pas confiance à Erdogan. A leopard does not change its spots. Euh, A leopard does not change its stripes. un léopard. Un léopard. Hein. Ne change pas de stratégie, ne change pas. Je ne sais pas ses tâches. tu sais. Ne change pas ses tasses. Erdogan was the second after the British Prime Minister and the French President had landed in Tripoli to congratulate the armed insurrection that toppled the Libyan government. Erdogan was the second after the British and the French to land in Tripoli to offer his congratulations. Oui, Erdogan a été le second, juste après les Français et les Britanniques, venir à Tripoli pour féliciter les insurgés contre Muammar Kadhafi. As a consequence of that regime change in Libya, Libya has now become essentially a NATO state. Et le résultat de ça, comme on le sait, c'est un changement de régime qui a transformé la Libye en, pour ainsi dire, un pays de l'OTAN. Turkey was an important part of the plan which brought about the change of government in Libya. Et la Turquie a joué un rôle important dans ce changement de régime en Libye. And we will never forgive or forget Turkey for what they did in Libya. Et nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas à la Turquie pour ce qu'elle a fait. Erdogan's Turkey was attempting to do the same thing in Syria. And had it not been for Putin, they would have succeeded in Syria as they succeeded in Libya. Et la Turquie d'Erdogan a essayé de refaire la même chose en Syrie, et elle aurait réussi sans l'intervention de Poutine. And I will not be surprised if tomorrow comes when the world sees Erdogan's Turkey functioning as a Trojan horse on behalf of NATO. Et je ne serais pas surpris si on s'aperçoit un jour qu'au fond, la Turquie d'Erdogan joue le rôle de cheval de Troie de l'OTAN en Russie. And so I say to Russia, be careful. Je dis aux Russes, à la Russie, faites attention, soyez prudents. Si je peux compléter, quand on a parlé tout à l'heure de la triplette américano-saoudo-sioniste, sur la question de l'ambiguïté du rôle de l'islam, on a beaucoup parlé du wahhabisme, du takfirisme saoudien. Il y a la question des frères musulmans. N'oublions pas que la question d'Erdogan, c'est la question des frères musulmans. Et que dans les alliances de l'islam pro-impérial, il ne faut pas oublier la manière dont les frères musulmans ont été utilisés par les anglo-américains à partir de Nasser pour lutter au nom de la Oumma contre les nationalismes arabes et contre les nations arabes. Et en même temps qu'on doit bien identifier le rôle éminemment pro-impérial des Saouds, il faut se poser la question plus compliquée et plus subtile, parce qu'Erdogan est un frère musulman, même s'il y a plusieurs maisons, plusieurs pièces dans la maison des frères musulmans, la question du rôle très ambivalent, très ambigu que joue le rôle des frères musulmans et, dans le processus antinationaliste dans le monde arabe et même ailleurs, mené par l'Empire et l'Empire américano-sioniste. Et dans ce contexte-là, parce que c'est plus français, pensons au rôle très ambigu qu'a pu jouer à une époque récente Tariq Ramadan, qui avait été introduit en France par Sarkozy pour parler au nom des musulmans français, alors qu'il était un conseiller du gouvernement anglais, citoyen genevois, comme moi d'ailleurs, et issu des frères musulmans égyptiens. Vous voyez, et il y a cette question assez complexe, j'aimerais poser la question au cher, du rôle des frères musulmans dans toute cette complexité du rôle des islams par rapport à l'Empire et à la lutte contre l'Empire. In the case of Turkey, it was the government and its relationship with the Muslim Brotherhood, Fair Musulman, the government of Turkey were exploiting the Muslim Brotherhood.
But in Turkey, you don't have so much of the Muslim Brotherhood as you have the Sufi movement. And the Sufi movement is quite opposed to the Muslim Brotherhood. In Turkey, it was Fethullah Gulen's movement, which was sweeping Turkey, and which Erdogan accused of being primarily responsible for the alleged coup d'etat. And now he's taking action against them. The Frère Musulman, or the Muslim Brotherhood, is found most of all in Egypt. And they won the election in Egypt. And that's when Morsi became president, with Hillary Clinton standing beside him and helping him with a walking stick. I hope that the Muslim Brotherhood never rules over Egypt again. There are those who are listening to me who are going to be angry with me for this statement. But the Muslim Brotherhood, or the Ikhwan al-Muslimun, made such disastrous mistakes when they ruled over Egypt that they divided Egypt as Egypt had never been divided before, when in fact they should have been trying to unite Egypt. As a consequence of the failure of Morsi, Sisi got a chance. General Sisi then took over Egypt, and he has proceeded to divide Egypt even more than the Muslim Brotherhood divided Egypt. Egypt is now permanently divided, and Egypt can face civil war. The economy of Egypt is crashing under Sisi, and we therefore have to blame the Muslim Brotherhood for having made disastrous mistakes. We don't have the time to share with you tonight all the mistakes that they made, but believe you me, they did make great mistakes. Voilà, donc dans ce système complexe d'alliance, il ne faut pas oublier non plus le mouvement soufi, hein, parce que les frères musulmans en fait sont surtout influents en Égypte, mais en Turquie c'est le mouvement soufi qui a véritablement fait un raz-de-marée et contre lequel Erdogan agit aujourd'hui, après qu'ils aient été utilisés pour un coup d'État en Turquie. Concernant les frères musulmans, donc ils sont surtout en Égypte, par contre, effectivement, c'est à eux que l'on doit le chaos actuel, puisque ils ont été utilisés, ils ont gagné les élections en Égypte, oui, pardon, avec l'aide, avec le soutien d'Hillary Clinton. Et j'ose dire que j'espère que les frères musulmans ne dirigeront jamais plus l'Égypte, car ils ont créé une telle division en Égypte comme on n'en avait jamais vu auparavant, alors qu'ils auraient dû au contraire travailler à l'unité de l'Égypte. Et à cause de l'échec des frères musulmans de Morsi, le général Sisi a gagné les élections et il a apporté une division encore plus grande et permanente, un état de guerre civile en Égypte. Et donc il faut effectivement tenir les frères musulmans responsables de ce désastre. Alors une question pour Alain Soral, une question de Franck Gastine. Selon vous, le Maghreb est-il la prochaine cible du sionisme? Le Maghreb, c'est un terme trop vague. Le sionisme n'a pas besoin de mener un combat violent au Maroc. Je pense que le Maroc ne pose pas de problème au sionisme. Le pays visé au Maghreb, c'est l'Algérie, parce que l'Algérie fonctionne encore sur un équilibre qui correspond à l'époque de la guerre froide. Et c'est une anachronie, on va dire anachronisme, le régime algérien, par rapport au processus de l'ordre mondial. Donc il est évident qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens, on peut dire que l'économie en Algérie est sous contrôle des militaires et qu'on a des clans militaires qui contrôlent le pays, en alliance d'ailleurs avec les multinationales françaises. Leur problème aujourd'hui, c'est de se maintenir au pouvoir tout en sachant que le nouvel ordre mondial voudrait qu'ils partent. Et pour se maintenir au pouvoir, il faut à la fois un travail de résistance et aussi un travail de soumission partielle. Mais je connais suffisamment l'Empire pour savoir que les soumissions partielles ne font jamais que retarder l'échéance. Donc ce qui veut dire que dans le calendrier mondialiste,
l'Algérie est sur la liste des pays à transformer fondamentalement. Mais la grande spécificité de l'Algérie, c'est qu'ils ont connu la première révolution colorée, c'est-à-dire la première tentative de changement de pouvoir violent par l'islamisme. Ça a donné une guerre très violente que les militaires algériens, aidés d'ailleurs par l'armement français, ont gagné. Et les Algériens sont, comment dirais-je, vaccinés contre les révolutions de Jasmin. Donc on a effectivement cette situation qui est un peu complexe, d'une Algérie qui est sans doute un pays, comment dirais-je, qui fait du consensus social par l'endormissement et le blocage de tout progrès, mais en même temps qui résiste à la marche du nouvel ordre mondial. Donc on ne sait pas trop si on doit soutenir le régime algérien pour sa résistance rétrograde ou souhaiter son renversement qui ferait basculer sans doute l'Algérie dans une soumission au nouvel ordre mondial identique à ce qu'est en réalité le Maroc et même la Tunisie, puisqu'on voit bien qu'en Tunisie, en fait, le FMI a repris la main à travers le nouveau régime soi-disant islamique. Donc la situation du Maghreb est complexe, et effectivement, le souci qu'on peut avoir après la chute de la Libye, ça serait une déstabilisation majeure en Algérie. C'est clair que le nouvel ordre mondial ne peut pas se satisfaire du régime algérien tel qu'il est actuellement. Donc il faudra soit qu'il le renverse, soit que le régime algérien s'adapte et se soumette relativement. Et les forces de déstabilisation en Algérie, c'est beaucoup la jeunesse, le chômage de masse et le blocage, on va dire, de tout dynamisme par un espèce de socialisme à l'algérienne. Donc bon, c'est un sujet complexe, mais effectivement, on peut s'attendre à des mouvements de violence et de déstabilisation politique assez importants dans l'Algérie de demain. Voilà. So the question was about Maghreb, North Africa, but Alassane said, well, it depends which country, but let's talk about Algeria. In Algeria, it's possible that there will be an attempt to destabilize the country because Algeria is at the moment in a kind of middle position and is targeted by the international system and is trying to resist but has also to concede and to partially cooperate. So we are we don't know exactly what will happen, but we can expect that the destabilization and the youth, the young people are used, can be used very easily in Algeria to destabilize the country. Alors une question pour le cher. Conseilleriez-vous aux musulmans de France de remigrer volontairement dans un pays musulman? I advised the Muslims of France to make hijrah back to their native countries because of the intense hostility to Islam and the numerous acts of false flag terrorism which were taking place in France and which were blamed on Muslims. It was war on Islam. When that war on Islam reaches a stage where a woman cannot go out on the street covered with her head, it's time to pack up and move. However, je conseille le retour au pays natal aux musulmans qui résident en France à cause de l'hostilité intense qui règne en France et en Europe contre l'islam. Il y a une véritable guerre contre l'islam actuellement et accentuée par tous les cas d'attentats sous faux drapeau qu'on fait porter, qu'on met sur le dos de l'islam. Et lorsque cette guerre contre l'islam atteint un stade où une femme ne peut pas sortir voilée sans craindre, sans être harcelée, eh bien il est temps de rentrer. However, I have good news for them, that by divine grace we now have a moment of sunshine while the shadow has been on the world for so long. A moment of sunshine when public opinion can resist the Zionist brainwashing.
Oui, cependant, j'ajoute que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a en ce moment une sorte de grâce divine, un moment de soleil, un rayon de soleil, une ouverture qui dissipe un peu l'ombre et qui permet à l'opinion publique de résister. I therefore urge the Muslims of France to adopt the profile of resistance to the oppressor, number one. Number two, to forge alliances, friendship and alliances, with all forces in France which are resisting the oppressor. And number three, that the most powerful voice in France resisting the oppressor is the voice of Aline Soral. Et j'enjoins tous les musulmans en France d'adopter le profil ou la stratégie du résistant. Hein. Et deuxièmement, Résistant à l'oppression. Le résistant contre l'oppression. Et deuxièmement, de tendre la main, de former des alliances d'amitié, de lier amitié avec toutes les forces de résistance. Et troisièmement, la voix d'Alain Soral est la voix la plus puissante qui porte ce courant de résistance. Et, voilà. Qui n'est pas la voix d'un Tariq Ramadan qui conseille aux musulmans de s'imposer en faisant primer la loi européenne sur la loi française. Il est évident que moi, ma stratégie, c'est celle de l'islam patriote, c'est de contrer le piège sioniste qui voudrait dire faire croire aux Français que tous les musulmans se réduisent au racaille et au Daesh, pour bien montrer qu'il y a beaucoup de Français musulmans, de par notre histoire complexe, qui sont des bons citoyens, des travailleurs et des gens pacifiques, et donc d'éviter les provocations et de montrer leur attachement à la France et de ne pas tomber dans le piège de l'hostilité à la France. Car si les Français ressentent de façon encore plus violente qu'aujourd'hui que les musulmans seraient des anti-français, ça sera forcément très douloureux pour la minorité musulmane. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois éviter la colère des identitaires, éviter la provocation des Zemmour, et nous rentrons dans une période où les musulmans qui ont été très longtemps protégés par leurs grands frères juifs, qui sont les dominants en France, ces juifs ont inversé leurs alliances depuis la deuxième intifada, ont décidé de les désigner comme bouc émissaire, et je le dis bien, le bouc émissaire est toujours bien choisi. Simplement, il y a disproportion entre ce qu'on lui reproche et ce dont il est réellement responsable. Mais cette désignation est très souvent fondée sur quelques éléments de réalité et est cohérente. Donc en général, aujourd'hui, je le dis, les musulmans sont livrés à eux-mêmes en France, car moi je n'ai pas les moyens de les protéger, et doivent enfin faire de la stratégie politique et comprendre quel est leur positionnement le plus intelligent en France pour ne pas être considérés comme des ennemis de la France à un moment, effectivement, où les sionistes ont décidé de les désigner comme bouc émissaire. Donc, il y a la solution du cheikh qui est de dire peut-être rentrer au pays d'origine momentanément. Il y a ma proposition à moi qui est le musulman patriote, affirmer leur amour de la France, ne pas être des chevals de Troie des migrants, par exemple. Et donc, il y a ces deux solutions-là. La troisième solution, qui est de répondre à la provocation par une contre-provocation et par de la radicalisation, c'est c'est jouer le jeu des sionistes et aller, je dirais, à la souffrance. Car n'oublions pas que s'il y a guerre civile, contrairement à ce que disent les prophètes de malheur, cette guerre civile, ils la perdront parce qu'ils sont quand même infiniment minoritaires. Voilà. Donc effectivement, les bonnes solutions, il y en a deux. Il y a l'islam patriote, le retour, mais surtout pas la confrontation et la radicalisation. C'est une phrase de patriote français. Okay. So Alain Soral wants to emphasize that he wants to introduce his vision of a patriotic Islam and an invitation to all the Muslims living in France to another possible alternative, either go back to your native country, or if you stay in France, then become a patriotic Muslim and don't fall into the trap of being instrumentalized to create tension, but on the opposite, try to understand very clearly what is your interest and not respond to the provocation and be pushed into antagonizing the French people, which would lead to civil war. Wherever in the world a Muslim is resident, his primary loyalty is to Allah and to His Messenger.
wherever in the world a Muslim is resident, he has an obligation to stand up and resist oppression. Wherever in the world a Muslim is resident, he has a duty to reach out, to form friendship and alliance with all those who are resisting oppression. That's all I have to say. Voilà, donc où que résident les musulmans ou un musulman, eh bien sa loyauté première est à Allah, mais il a aussi une responsabilité de résister à l'oppression et de s'unir, de s'allier avec les autres forces d'oppression. Ce qui veut bien dire bien identifier où est l'oppression. Hein, et que l'oppresseur n'est pas forcément le français patriote en souffrance et en colère, mais que l'oppresseur est le manipulateur sioniste qui se présente en fait comme son protecteur, mais qui en fait le pousse à une radicalisation coléreuse contre les Français, qui ne peut mener qu'à une catastrophe. Et donc, je pense que la subtilité, pour ne pas qu'il y ait deux analyses possibles, c'est bien identifier qui est leur oppresseur. Voilà. Et Correct. Yes, I agree with that. Yeah. Alors on va conclure cette rencontre. On devait être 450 à assister à votre conférence. Finalement, on a été plus de 2000 sur Internet à vous suivre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion pour conclure? Le cher. So, more than 2000 people are following this conference live. So if we had a room, we could only fit maybe 500. So what do you have any comment on that? First of all, c'était un très bon entretien entre la langue de Shakespeare et la langue de Molière. Number two, it is a historic and strategically important moment that Mr. Soral and myself have met, and that we're able to instantaneously build a bond that we have built in this conference. And number three, that I hope that this is just the beginning for many more such events. Oui, donc ça a été d'abord pour moi un moment agréable, très intéressant. Le fait de rencontrer Alain Soral est important et nous avons construit un lien ici aujourd'hui, instantanément. Et troisièmement, j'espère que ça n'est que le commencement. Alors si je veux commenter à mon tour, nous avons aujourd'hui de nous réunir, ce qui est quand même assez douloureux. Mais grâce à Internet, on a pu le faire quand même et élargir même notre public. Donc, ce qui veut bien dire que Internet est bien pour l'instant le lieu de résistance à l'oppression, mais qu'on ne va pas, effectivement, on ne peut pas se contenter de ça. Et ce que je remarque moi aujourd'hui, c'est qu'on est trop gros et trop gros pour pouvoir faire des petites réunions discrètes, parce que si nous étions que 50, nous aurions pu le faire, mais pas assez gros pour pouvoir imposer cette liberté fondamentale qui est de pouvoir se réunir à 500 personnes, bien que 30 crétins manipulés veuillent nous en empêcher. Ce que je fais remarquer, c'est que près de 1000 personnes étaient prêtes à venir nous rencontrer à Genève en payant 20 €, ce qui veut dire, c'est un élément de plus. Ce qui veut dire qu'à Paris, la même réunion pourrait toucher facilement 3000 personnes. 3000 personnes, c'est le palais omnisport de Bercy, par exemple. Hein. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'avec avec l'évolution de notre émancipation, nous pourrons un jour faire une réunion fraternelle dans une grande salle à Paris, où plus de 3000 personnes pourront venir écouter ce dialogue qui est un dialogue d'intelligence et de paix. Pour l'instant, nous en sommes empêchés. Mais la question, c'est, ça ne durera pas toujours, et nous sommes bien évidemment de plus en plus nombreux, et en face de nous, il y a une petite élite méchante et perverse, mais qui est suivie en réalité sur le terrain par très peu de gens. Car je le rappelle, aujourd'hui, la soi-disant manifestation contre nous, c'était 30 personnes.